m'appelle Odom, enseignante-chercheuse à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis originaire du Gabon, dans la province du Wellington. Je suis née à Minzik, il y a déjà 44 ans. J'aime aussi dire que je suis fan. Quand je dis que je suis fan, cela veut autrement dire que je prends en compte toute la richesse culturelle qui se situe dans cette zone-là, aussi bien en Guinée équatoriale, au Cameroun et même au Congo, puisqu'il y a des fans et camps au Congo. Et je voudrais donc surtout rappeler que c'est un patrimoine précolonial que l'on a intérêt à continuer de conserver, donc j'aime bien dire ça. Je suis aussi, surtout d'un point de vue du clan, parce que les fans se présentent selon le clan. Voilà. Je suis Ngoni Yondon, Ye Ebeangomessi. Ebeangomessi, c'est mon village. Et puis je suis aussi Monongon et Sanvak. Donc quand je dis que je suis Monongon et Sanvak d'un quart d'eux à Minzik, ça veut dire que c'est ma mère, c'est le clan de ma mère que je décline. Et donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Oui, bien sûr, je suis une Ngoni Minzik, Monongoni Minzik. J'ai grandi là-bas jusqu'à près de 10 ans. À ce moment-là, mon père, pour des questions professionnelles, va être muté à Libreville. C'est à ce moment-là que je quitte le Wellington et que je réalise aussi finalement que le Gabon est grand au-delà des fans, parce que la province du Wellington est en majorité composée de personnes de la même ethnie que moi, au-delà d'autres ethnies qui sont venues plus tard. Et donc voilà, le Gabon, c'est tout ça. Je suis une fille fan. J'aime bien le dire parce que c'est important de savoir d'où on vient et qui on est. Cela rappelle aussi qu'on a besoin de ces connexions-là pour se dire au monde, en fait. Voilà. Alors, Mbabakal, je l'appelle Moui Mbabakal. En fait, en réalité, je ne devrais pas l'appeler Moui, parce qu'on appelle Moui des gens qui sont du même sexe que toi et que tu considères être tes proches, tes amis. Mais comme je suis née au milieu des garçons en réalité, et que Moui Mbabakal avait l'habitude d'appeler mes frères Moui, de la même façon que plusieurs de nos grands-parents, hommes, appelaient mes frères Moui. Et moi aussi, spontanément, sans savoir qu'en fait, je ne devais pas l'appeler Moui. Moi, je l'appelais Moui. Ce qui fait que la plupart des personnes, par exemple, mes grands-parents, quand c'était des femmes, normalement, j'aurais dû les appeler Moui, parce que ce sont des femmes comme moi. Mais moi, je les appelais un gars. Et du coup, je créais une sorte de confusion, parce que pour moi, mes frères étant mes frères, je copiais tout ce qu'ils disaient. C'est après que j'ai compris en fait que quand tu appelles une femme, en fait, moi en tant que femme, j'aurais dû appeler mes grands-mères Moui, une telle, et non un gars. Et je me souviens souvent que ma grand-mère, dont je porte le nom Odom, et la mère de mon père, me disait plusieurs fois « Autant me l'est Moui ». Autant me l'est un gars, donc ne m'appelle pas un gars en fait, je ne suis pas ta femme, appelle-moi Moui Odom, voilà. Ne m'appelle plus un gars, mais je ne savais pas pourquoi il me disait ça. C'est après que j'ai compris, donc j'appelle très affectueusement Mbabakal Moui Mbabakal. Moui Mbabakal en fait c'était, il était Yunguin en fait, du village de ma mère en réalité. Et je pense que l'ethnie de ma mère et l'ethnie de Moui Mbabakal, Baboa Vousso, c'est une sorte de blague interclanique, se faire des blagues et tout ça. Bon, après, le fait qu'ils vivent dans le même village a fini par faire en sorte qu'ils soient des familles, en fait. Hein. Et donc, j'ai toujours été, à titre personnel, sensible à toutes les personnes qui portent la culture, non seulement africaine, mais de façon plus concrète, la culture de chez moi. Et en Moui Mbabakal, j'ai toujours été séduite par des gens qui ont la qualité académique de parler à un fond recherché. C'est avec Moui Mbabakal et des gens de sa génération, en l'occurrence mes grands-parents, que j'ai compris en fait que les langues africaines avaient aussi des niveaux de langue. Et il y a des moments où parfois ils parlaient un fond d'une qualité académique que j'avais vraiment des difficultés à comprendre. Et c'est aussi de façon personnelle. J'ai toujours été attirée par des gens qui avaient ce trésor de culture. Et c'est pourquoi à chaque fois que j'allais au village, alors là, je ne ratais aucune occasion d'aller passer des heures avec Mbabakal, lui posant des questions assez personnelles sur le vote, jusqu'au jour où un jour il m'a dit « Mais
toi, tu veux savoir quoi sur le VET? Et puis un jour, il m'avait posé une question comme ça, on était à deux, et j'ai pris peur en fait. Parce que j'ai compris que le VET, ce n'était pas le simple fait de jouer de l'instrument. Il y a des dimensions spirituelles et philosophiques dans le Mvoloyang. Et c'est ce que je voulais savoir. Mais vraiment dans une dimension aussi de chercheuse, parce que j'étais consciente que ces personnes, une fois qu'elles ne seront plus, on va perdre un potentiel incroyable que l'on ne pourra plus récupérer. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment de grosses difficultés à rencontrer des personnes comme Mouim Babakal qui étaient des trésors de savoir de nos cultures. Et c'est pourquoi, justement, je saisis l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour que je, peut-être, interpelle les autorités. Ce sont eux qui ont quand même de gros moyens gouvernementaux afin de créer des programmes culturels de thésaurisation de notre patrimoine culturel, aussi bien le Mvoloyang que toutes les manifestations culturelles qui sont pour nous réellement de grandes écoles de savoir pour les conserver. Moi, quand j'ai fait les photos en compagnie de mon mari qui était passionné de photographie, et on était parti au Gabon, chaque fois qu'il allait au Gabon, il allait avec son appareil et son matériel. C'était pas un photographe, c'était pas son boulot, mais c'était un passionné. Il avait 20 ans d'expérience dans la photographie en fait. Et lorsqu'il a photographié Mouim Babakal et d'autres choses qu'il a prises de lui et que je sauvegarde jalousement parce que pour moi c'est un patrimoine, je me rends compte aujourd'hui que ça devient des archives en fait. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de photographies que j'ai faites et que l'on a faites ensemble à Mouim Babakal il y a bientôt maintenant plus de 10 ans. Parce qu'on lui fait cette photo qui est souvent très récupérée, republiée en ligne. C'était en 2009, c'était exactement le 17 août 2009. Je me souviens du jour parce que c'était la fête de l'indépendance du Gabon. Je sais que c'était en 2009. Ce jour-là, il allait prester dans le cadre de la célébration des festivités de l'indépendance du Gabon, donc au niveau de Minzik. Et nous, on se trouvait là ce jour-là à Minzik. Il était vêtu, comme toujours, dans cet appareillage exceptionnel, ces vêtements qui disent beaucoup de choses et qui traduisent beaucoup de choses et qui renvoient des messages puissants, en fait, de ce que nous sommes et de ce que notre culture doit être conservée. Et donc aujourd'hui, ce patrimoine que j'ai désormais, parce que j'ai eu l'opportunité non seulement de le côtoyer en tant que lui, dépositaire d'un savoir incroyable, mais aussi en tant que personnalité de musique, et surtout en tant que personne que j'ai quand même eu le privilège de côtoyer dans un contexte familial, puisque comme je vous l'ai dit, c'était une personne du même village que ma mère. Pour moi, c'est la plus grande richesse qu'il ait pu m'offrir. Mais en même temps, je vais vous dire quelque chose d'incroyable. En fait, Mouim Babakal m'a offert un de ses Mvoloyang. Mais le jour qu'il m'a offert ce Mvoloyang, c'était plusieurs années après. J'ai eu la chair de poule, en fait. Ce jour-là, on était à deux. On était assises. Justement, il me dit, mais Wakoum, on dit en fait, c'est quoi ton affaire de Mvoloyang là? Pourquoi tu es passionné de ça comme ça? Je lui ai dit, mais Mouim Babakal, je ne peux pas savoir les choses, les blancs, sans savoir qui je suis. Pour moi, Mvoloyang, c'est d'où je viens. C'est pourquoi j'ai besoin de percer ce mystère-là. Il m'a, par exemple, raconté les différentes étapes, les différents mécanismes pour devenir un Mbomvet. Des choses que je ne peux naturellement pas dire ici, parce qu'il faut quand même conserver un certain mystère, une certaine mystique de qui nous sommes, parce que c'est ce qui fait notre force. Mais c'était vraiment incroyable, en fait. Et quand il me remet son Mvoloyang ce jour-là, je lui ai dit, mais pourquoi tu me remets ton Mvoloyang? Et toi, tu vas jouer encore de quel instrument si tu me remets ton Mvoloyang? Parce que pour moi, remettre un Mvoloyang à quelqu'un, un véritable Mvoloyang que quelqu'un utilisait, c'est remettre le pouvoir de la parole à la personne. C'est symbolique pour moi, c'est politique. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est une grande responsabilité. Moi, me dit, mais je vais faire quoi avec? Je suis une femme, moi, je ne peux pas jouer de l'instrument, en fait. Après que j'ai compris, en fait, que parfois, lorsque des personnes âgées d'un certain âge ont confiance en toi, regardent en toi ce que tu as comme potentiel, ils peuvent peut-être comprendre que ce n'est pas une question d'appartenance, ce n'est pas parce que tu es une femme, c'est parce que tu as un pouvoir et que tu as une capacité de conservation, de sauvegarde des choses qui comptent vraiment pour notre communauté. Et justement, dans le Mvoloyang qu'il m'offre et que j'ai eu l'opportunité de garder et que je garde justement jalousement, il avait, dans la photo qui apparaît souvent en ligne, il écrivait, il y a quelque chose qui est écrit en fait sur son Mvoloyang. Je lui avais demandé, mais Mouim Babakal, pourquoi ça c'est écrit sur... Parce que j'aimais poser les questions pour savoir le maximum de choses en fait. Et il me dit, en fait, quand il chantait, il y a un chant de tout le répertoire qu'il y a. Il y a un qui dit,
Alia, 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 alia. Et souvent, il oubliait ça. Donc, il y a des gens, parfois, qui ont un grand répertoire et il se peut qu'ils oublient. Et pour ne pas qu'ils oublient, et comme il avait quand même quelques notions d'écriture et qu'il parlait aussi français, il avait donc écrit ça sur son vote, afin que lorsqu'il va commencer à chantonner ça, s'il oublie, il se souvienne que ça chante 3 fois. Donc, il avait écrit Ali, Ali, Ali 3 fois et il mettait x3. Et ce sont des histoires comme ça, des anecdotes comme ça, plein de choses qu'il m'a racontées, parfois des supports que j'ai qui sont audiovisuels, des photographies que j'ai de lui. Et je me dis, peut-être qu'il serait intéressant pour lui rendre davantage hommage, et pas seulement en Espagne, parce que lorsque j'ai fait l'exposition en 2019, je crois, je vais regarder la date pour ne pas me tromper, c'est ça. Donc l'exposition a eu lieu où il a vraiment été au cœur en fait de certaines images que j'ai prises, et d'ailleurs même il est complètement celui qui est le visage de l'exposition, et le titre justement de l'exposition c'est Mvele-Yaba. Je voulais en fait déjà qu'en Espagne où je vivais à l'époque, où je vis toujours hein, d'un point de vue administratif, je voulais surtout en fait que on entende aussi les langues africaines. Et pas qu'on fasse juste une exposition sur l'Afrique sans l'Afrique et sans les Africains. Je voulais donc mettre le narratif des Africains au cœur même de l'exposition. C'est pourquoi j'ai choisi que le nom de l'exposition porte aussi un nom qui me parle, Mvele-Yaba. J'ai cherché quelque chose qui puisse dire exactement qui je suis. Et je sais que le Mvet est au cœur de la communauté Fan et Kan. Et je sais aussi qu'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de village et qu'en sans Aba. C'est pourquoi j'ai décidé en fait que pour moi, quand je dis Mvele-Yaba, en réalité c'est le narratif de qui nous sommes à partir de nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai choisi que ce soit Mvele-Yaba. Parce qu'en fait, en général aussi, il y a plusieurs, on se sert souvent de l'expression pour utiliser beaucoup de proverbes, beaucoup d'expressions. Si on dit par exemple que ton histoire c'est un lanvet, on va par exemple dire qu'en fait c'est trop long, quoi, c'est compliqué à comprendre, tu vois. Donc il y a beaucoup de proverbes parfois où tu sens vraiment que l'expression vet et Aba sont au cœur même de la richesse culturelle. Et c'est pourquoi je précise, ce n'est pas n'importe quel Mvelo, c'est Mvele-Yaba, donc l'histoire même du cœur, dont le narratif à partir duquel les communautés et Kan doivent commencer à raconter et se raconter à partir d'eux-mêmes en plaçant leurs paroles au centre même de leur réflexion. C'est pourquoi j'ai intitulé cette exposition-là Mvele-Yaba. Et comme Mvele-Yaba, c'est quand même aussi un hommage, entre autres, de toutes ces personnes qui sont parties, qui comptent pour nous et qui sont là, vu que Birago Diop nous rappelle que les morts ne sont pas morts. C'est pourquoi j'ai choisi que le meilleur mannequin, la meilleure figure paradigmatique qui devait être au cœur de ce Mvele-Yaba n'était autre naturellement que Winnie Babakal. Et comme j'avais le privilège d'avoir beaucoup de photos de lui prises dans un contexte personnel, dans le patrimoine photographique de mon mari, j'ai donc décidé que c'est lui qui serait la figure la plus importante. Et justement, c'est pourquoi j'ai décidé de lui rendre hommage. Mais en même temps, j'ai envie de rappeler que les hommages en Occident, pour moi, ça ne me satisfait pas. Je ne suis pas né en Espagne. Ce qui compte pour moi en réalité, au-delà du fait que je voulais rappeler à tous ces Européens qui sont en Espagne que l'Afrique, ce n'est pas la misère, ce n'est pas la pauvreté, c'est un continent qui donne tellement, mais d'un point de vue culturel, mais tellement en termes de patrimoine immatériel, il y a tellement de choses à donner, et que pour moi, l'Afrique que vous racontez dans les médias, ce n'est pas cette Afrique que je connais, ce n'est pas dans cette Afrique que j'ai grandi. C'est pourquoi je voulais, à travers un projet artistique, culturel qui rappelle qui je suis, leur montrer ce que moi je comprends et ce que je conçois comme être l'Afrique à travers sa richesse, notamment le patrimoine immatériel. Mais, ceci étant dit, l'Afrique est à la croisée des frontières. En 2050, nous serons un quart de la population planétaire. Nous ne pouvons pas continuer de faire des projets en Occident en nous détournant de nos origines. L'interpellation que je fais ici, c'est surtout que nos gouvernements, où qu'ils soient, s'ils comprennent, s'ils lisent, s'ils écoutent, s'ils tombent sur cette vidéo-là, comprennent en fait que le vrai projet puissant que nous devons développer, c'est dans nos pays respectifs. C'est dans nos origines, dans nos pays, dans nos terres, dans nos villages, dans nos villes respectives. On ne peut pas, la jeunesse africaine ne peut pas continuer d'aller faire des projets de cette envergure-là à l'étranger. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Ce que je voudrais, c'est que ce type de projet en réalité se développe au Gabon, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo,
dans tous les pays où nous sommes, parce qu'il y a trop de richesses en Afrique, il y a trop d'enjeux en Afrique pour que nous allions faire ces projets-là et que nous allions les porter chez des Blancs qui financent nos projets pendant que les nôtres nous tournent le dos. Ça, c'est vraiment, pour moi, révoltant, pour moi, pas acceptable du tout, parce qu'on ne peut pas continuer d'aller donner notre expertise à des gens qui regardent ça comme une matière à exploiter, alors que les nôtres ne se connaissent pas assez, alors que la jeunesse africaine ne sait même pas qui elle est. Pendant que des gens grandissent sur les réseaux sociaux, ils perdent le fil des vraies priorités. Pour moi, la première réappropriation de nous-mêmes doit d'abord se faire en redéveloppant des projets culturels qui partent de nous, à partir de ce que l'on pourrait appeler l'authenticité véritable de l'Afrique. Donc des projets de cette envergure-là. Refaire en sorte qu'il y ait des écoles où on apprend les langues africaines aux jeunes Africains. On ne peut pas avoir aujourd'hui au XXIe siècle des jeunes Africains qui grandissent sans parler nos langues et qui se suffisent simplement de s'appeler Mbabokal et se dire qu'ils sont des authentiques fans. Non, mon enfant, il y a comme parce que tu ne peux pas parler la langue des autres sans savoir qui tu es. Tu ne peux pas manger la nourriture des autres sans savoir ce qu'on mange chez toi. Tu ne peux pas porter les habits des autres sans savoir comment on s'habille chez toi. S'habiller est le premier discours politique que tu renvoies au monde pour qu'on sache qui tu es. Donc ce sont des détails qui comptent et qui disent beaucoup de nous, qui donnent des informations politiques, culturelles, intellectuelles de nous. Et c'est important aujourd'hui que l'Afrique se réapproprie et se réveille. Alors, Mbabokal, en fait, je vais bien regarder mes sources pour ne pas me tromper. Mbabokal naît à Minzik en 1927 et il décède à Minzik aussi en 2014. C'est ça l'information que j'ai, sauf erreur de ma part. La photo qui est connue et dont j'ai une série de variétés a été prise le 17 août 2009. Voilà, par mon mari, mon défunt mari, Jesus Manuel Fredo Chamorro. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ces deux personnes comptent pour moi, en fait. Hein. Je suis lié à ces personnes-là. Parce que c'est une photo qui va devenir historique, parce que le photographe n'est plus de ce monde. Donc, je veux aussi honorer son travail. En même temps aussi, parce que ça, c'est une photo qu'il a prise de Mbabokal, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Donc, c'est vraiment pour moi, cette exposition, en réalité, si j'avais la possibilité d'avoir des moyens exponentiels, ce que j'aurais souhaité c'est que ce soit plutôt une exposition itinérante. Parce qu'à Madrid, en fait, c'est une initiative que j'avais prise personnellement, en fait. Hein. J'estimais que lorsqu'on habite à l'étranger, on devient, sans qu'on ne le veuille, ambassadeur de son pays. En réalité, on devient ambassadeur le jour où des gens vous posent des questions sur votre pays et vous n'avez pas de réponse. Vous commencez à vous demander finalement qui vous êtes. C'est pas possible que vous connaissiez l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, les États-Unis et tout ce que l'on veut, sans connaître des informations cruciales et consistentielles de votre identité. Et donc, c'est fort de ces doutes personnels que vous allez chercher les informations, que vous repartez d'où vous venez et que vous comprenez finalement que c'est au contact d'autrui que l'on se révèle à soi-même. Parce que ce sont les questions que l'on vous pose, des questions pour vous banales, dont vous pensez avoir la pleine maîtrise, alors que vous ne savez même pas la moitié, que vous allez maintenant chercher la bonne information, donc à la source, au village. Je pense que très jeune, il commence à le faire, hein. Il le fait très jeune. Il est, de ce que je me souviens, il était une référence dans le Mvoloyo à Minzik, ouais, et même au-delà. Parce que je pense que chaque contrée avait son bomvet, étant donné que c'est une personne qu'on va solliciter quand il y a une cérémonie solennelle. Voilà. Et surtout parce que bon, chez les femmes, il y a quand même plusieurs types de musique, on va dire ça comme ça. Et le Mvoloyo, c'est notre musique classique en réalité. Donc ce n'est pas quelqu'un qu'on appelle pour n'importe quelle cérémonie, c'est vraiment une cérémonie très solennelle pour laquelle on va le solliciter. Ou bien lorsqu'il y a un retrait de deuil, le retrait de deuil d'un homme. C'est là où j'ai compris ça aussi. On va l'appeler pour venir dire l'omvet. Voilà. Mais bon, je sais que quand j'étais enfant, à son décès en 2014, je l'ai toujours connu comme étant l'un des plus grands Mvoloyans, Mbomvet de la contrée de Minzik. Il était un maître, hein, normalement. Il avait déjà la dimension de pouvoir en donner à d'autres. D'ailleurs, même un de ses fils,
avait commencé, je crois, à jouer de l'instrument. Parce que je pense que c'est une question qui se fait progressivement. Le Mbomvet, il a l'œil pour voir qui peut continuer ce travail parce qu'il comprend aussi qu'il y a une urgence à la transmission. Et je pense que l'un de ses fils, si ce n'est l'aîné, avait commencé avec lui de temps en temps à gratter de l'instrument. Pour que progressivement aussi, avec l'âge, hein, c'est un travail, hein, voilà, jouer de cet instrument. Et puis, comme c'est quelque chose, je crois, qui requiert quand même beaucoup d'énergie, c'est quelque chose de très mystique, c'est ce que j'ai compris du peu qu'il m'a dit. J'ai aussi compris que c'était aussi une prédisposition. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui va... Donc aujourd'hui, bon, beaucoup de gens disent qu'ils sont des Mbomvet, mais on sait qu'il y en a qui ne sont pas vraiment des authentiques Mbomvet. Voilà. Ce n'est pas parce que tu récites un lanvet que tu peux déjà te dire Mbomvet. Ce sont des dimensions, c'est ce que j'ai compris des choses qu'il m'a souvent racontées, des anecdotes même. Voilà, il m'a raconté des choses. Bon, en fait, j'ai pas envie de trahir quand même l'intimité et le privilège qu'il a eu de me raconter beaucoup de choses que j'ai parfois enregistrées, que j'ai parfois filmées. Mais il m'a dit des différentes possibilités que les gens avaient de devenir des Mbomvet. Il y avait beaucoup de dimensions assez puissantes. Et je pense d'ailleurs même que être un Mbomvet, en fait, un maître en Mbomvet appartient à un niveau élevé dans la spiritualité. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est parce que ça obéit aussi à un régime de vie, à une hygiène de vie. Alors là, les Mbomvet, ce sont de grands séducteurs. Ah oui, parce qu'ils savent, ce sont des orateurs, ce sont des personnes éloquentes, ce sont de grands séducteurs en l'occurrence. Alors là, quand un Mbomvet te fait la cour, voilà, tu te dis, ah, ça franchement c'est impressionnant. Parce que c'est en fait, quand un Mbomvet parle avec toi, c'est aussi comme si tu écoutais un membre de l'Académie de la langue. Voilà, c'est un peu comme si tu écoutais le défunt Pierre Claver, avec toute la maîtrise de la rhétorique, des formulations esthétiques de la langue fan. Donc c'est quelque chose de puissant. Et j'aurais tellement voulu, si c'était possible, que des personnes comme lui aient peut-être eu des écoles pour transmettre, surtout. C'est parce que la question pour moi ici, c'est la question de l'urgence de la transmission. Beaucoup de gens souvent ont une tendance, je comprends qu'il y a une tendance à vouloir conserver jalousement qui nous sommes à travers ces manifestations culturelles et que l'on associe à de l'ésotérisme. Mais je pense qu'en tant qu'enseignante, forte de cette sensibilité de transmettre, nous devrions commencer à créer des espaces de réflexion, des espaces d'enseignement qui permettraient aussi que les jeunes spontanément apprennent et veuillent découvrir ces choses-là. Et ça devrait commencer logiquement par l'apprentissage de nos langues. Parce que Mbomvet ne peut ne pas parler fan. Donc c'est ça, c'est important de faire ces choses-là. C'est important que les gens parlent, s'approprient. Parce que c'est en parlant le fan que j'ai compris pourquoi le lien linguistique est uni à l'urgence de la conservation. Parce que si tu comprends les dimensions esthétiques, les dimensions poétiques, les dimensions métaphoriques, les dimensions culturelles d'une langue, tu comprendras alors la nécessité de ce lien spirituel qui te lie à cette langue-là, et donc de l'urgence de la conserver. Comme je dis, j'ai souvent eu l'opportunité d'aller parler avec lui quand je venais en vacances, donc je n'avais pas son quotidien. J'ai commencé à le côtoyer de façon régulière lorsque j'ai pris conscience, comme je disais tout à l'heure, c'est très curieux que c'est au contact avec l'autre que l'on se révèle à soi. C'est quand je vais vivre en Espagne que je réalise la perte que c'est que d'être loin de chez soi. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour moi qui étaient des acquis mais qui ne le sont plus. Je suis loin, je me sens seule. Il y a des réponses que je veux avoir, des questions que je me pose. C'est pourquoi les fois où je suis partie, je suis allée vers lui. Mais je n'ai pas eu le privilège de côtoyer ces journées pendant très longtemps. On a eu, à mon avis, ce que j'appellerais des rencontres et des conversations privilégiées et riches, parce que c'était pas tous les jours, mais c'était au moins des moments où je lui posais des questions sur beaucoup de choses, en l'occurrence ça. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est pas forcément aller au champ, mais je veux dire, c'est ce que tu fais. Ça veut dire les actes que tu poses. Tu sais mesurer ce que cela veut dire. Ne pas être ces personnes qui vont s'adonner à toute
les choses de la vie, quoi, en fait. Ne pas avoir de restrictions, biki. Voilà, un kiening, c'est ce qu'on appelle, enfin, voilà. Quand on dit à quelqu'un que non, il y a un kiening, ça veut dire que tu dois avoir une hygiène de vie. Tu dois avoir certaines choses que tu ne vas pas faire en désordre. Tu vas pouvoir respecter certains préceptes. Et les gens qui ont des dimensions de hauteur ont des préceptes de vie. Ils ne vont pas faire tout n'importe quoi. Ils ne vont pas s'amouracher avec n'importe qui. Ils ne vont pas accumuler des relations. Parce que la question de... Même la sexualité a une dimension spirituelle. Il faut que l'on sache ça. Ce n'est pas un jeu, en fait. Il y a beaucoup de choses. Même ce que tu vas manger. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est aussi ce que tu manges. Il y a certains plats que tu peux manger. Il y a certains... Voilà, il y a certaines choses qui sont des interdits. Parce que même pour tes cordes vocales. C'est pourquoi je dis que pour moi, Mvoloyan, c'est notre musique classique. Parce que lorsque Momvel va jouer, selon ce qu'il me disait, il y a même, voilà, pour les cordes vocales, il sait ce qu'il doit manger ou ce qu'il ne peut pas manger, ou à quelle heure manger quoi. Voilà, c'est très curieux, c'est là où tu réalises qu'en fait, dans nos cultures, il y a des formats éducatifs. Comment il sait ça? Parce que dans nos cultures, comme on pense toujours que voilà, on ne sait jamais rien, mais comment il sait ce qu'il doit manger, à quelle heure il doit manger, comment il doit faire? Parce qu'il sait qu'il y a une hygiène de vie à respecter, parce qu'il sait qu'il y a des codes, que chaque culture a ses codes. Et ça, c'est très important de le savoir et de conserver ça. Voilà. Je suis enseignante, mais je suis aussi consciente qu'il y a des choses que je ne peux pas dire comme ça. Ouais, c'est pourquoi je ne peux pas aller au-delà de ça. Et il n'est plus. Donc, il ne peut plus me dire est-ce que je peux raconter ou pas, tu vois. Donc, je ne voudrais pas trahir aussi sa confiance, quoi. Voilà. Bon, peut-être que je n'ai pas la bonne information. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Voilà. Je sais que son fils, qui aurait dû être la personne qui aurait pu continuer, je ne me souviens pas qu'il ait continué. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il a vraiment eu un héritier direct qui ait continué son travail. Voilà. Je ne sais même pas dire aujourd'hui si les textes ou les récits ou des choses qu'il a pu écrire, parce que je sais que beaucoup de gens allaient souvent le consulter. Beaucoup d'étudiants qui faisaient des recherches en anthropologie, en sociologie et dans beaucoup d'autres choses qui se rapportaient à la culture allaient souvent le consulter. Ils posaient des questions, faisaient des travaux de recherche en fait. Hein. Parce que ça encore, c'est une grande fierté. Là, je le dis, le Mvoloyan. Il y a beaucoup de personnes, fréquentes, aussi bien du Cameroun, de Guinée équatoriale que du Gabon, qui font vraiment un travail remarquable de thésaurisation, d'analyse esthétique, d'analyse politique, d'analyse culturelle, d'analyse philosophique du Mvoloyan. C'est ça qui est intéressant. C'est ça justement que l'on souhaiterait. Qu'il y ait des gens qui comprennent ces dimensions-là pour qu'ils conservent ça et qu'ils en fassent des objets d'étude, pour que les jeunes générations sachent et soient conscients de ce que nous avons et de qui nous sommes. Et ça, c'est un travail remarquable que beaucoup de communautés transfrontalières des pays que je viens de citer font remarquablement depuis déjà quand même une bonne trentaine d'années, en fait. Hein. Et c'est vraiment très bien. Voilà. Alors, la première exposition a eu lieu en 2010, en réalité, c'est ça, ça commence en 2010. En 2010, l'exposition se tient au, on appelle à Madrid, le Museo del Traje, dans le musée du vêtement. Dans le musée du vêtement, c'est une grande enceinte, et à côté, il y a, dans l'enceinte, en fait, il y a un espace qui appartient à l'Université Complutense de Madrid. Et mon mari était enseignant, professeur de physique optique à l'université de la Complutense. Moi, à l'époque, je faisais mon doctorat. Alors, ce qui va se passer, c'est que, étant donné qu'il est enseignant et moi, je suis doctorante, du coup, les choses concordent pour que nous puissions aller soumettre ce projet-là au rectorat. Donc, le rectorat va beaucoup apprécier et va accueillir le projet. Nous allons donc faire la première exposition à l'origine qui va s'appeler Negro. Arte Africano, donc noir, art africain. En fait, le nom negro, c'était une façon de provoquer dans l'espace public espagnol où le mot noir semble être un tabou que beaucoup de gens ne veulent pas prononcer. Et moi, je voulais vraiment, justement, provoquer.
et que l'on en finisse avec des faux débats ou les tabous. C'est pourquoi la première exposition va s'appeler Negro. Ça va toujours de la même collection, qui était de mon mari et de moi et de ma fille. Et puis après, je comprends qu'il est très important que le projet devienne itinéraire. On ne peut pas s'arrêter qu'à Madrid parce qu'une exposition, ça se tient dans un temps avec des activités. Donc d'ailleurs, pendant qu'on y est, on avait invité Priva Ngomo. Priva Ngomo était venu à cette occasion-là du Gabon pour venir nous présenter son projet, je pense, à Lumundomingo. Il avait une BD très intéressante. Parce que ce que j'avais, justement, l'idée que j'avais, c'était qu'autour de l'exposition, qu'il y ait une série d'activités qui se rapportent à la zone d'origine des objets, des pièces, des figures, et qui permettent que les gens et les visiteurs qui viendront comprennent qu'il y a vraiment des dimensions multiscalaires et multipotentielles de tout ce qui se fait là. Donc l'exposition est le prétexte. Et puis les activités sont ce qui va permettre que les gens viennent. Il y avait des musiciens gabonais qui étaient là, ceux qui étaient en résidence en Espagne. Il y a Priva Ngomo qui est venu du Gabon. Il y a un autre qui est de Guinée équatoriale. Donc c'était vraiment des invitations de personnes qui venaient de plusieurs régions, mais de la zone de l'Afrique centrale. Autour de tout ce qui est des objets de chez nous, en fait, culturels et cultuels de chez nous. Et après ça, il s'est passé quelque chose que je trouve être mystique, mais aussi dramatique. Pendant la première exposition de 2010, c'est là où, quelques semaines avant la fin de la première exposition, mon mari décède. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tout va changer. Que beaucoup de choses vont changer pour moi, résidence, profession, futur, avenir et projet. Et après ça, on va faire une autre exposition qui va se tenir aux îles Canaries, au siège de Casa Africa, la Maison de l'Afrique, l'équivalent de la Maison de l'Afrique. On va faire une exposition là, donc les pièces vont se déplacer, la collection va se déplacer pour faire une exposition là-bas. Ce sera toujours le même nom en fait, Negro, Arte Africano, voilà. Alors, finalement, on n'aura pas vraiment parlé beaucoup de choses de Moui, parce qu'il y a... j'aurais bien voulu avoir des supports que je vous aurais montré, ça aurait été beaucoup plus pratique et pragmatique. Je peux dire que je pense, du haut de là où il est, sans parler pour lui, admiratif de tout ce qu'il faisait, de ce travail qu'il avait, de cette responsabilité culturelle de partager, de diffuser, de transmettre, donc d'être un enseignant. Finalement, lui et moi, on aurait été des collègues. Oui, c'est un enseignant pour moi, c'est mon maître, voilà. Donc, je considère que continuer de parler de Mvoloyo, c'est crucial, c'est fondamental. Mettre en place des institutions qui pourraient protéger notre patrimoine immatériel, c'est urgent. Je comprends aussi qu'on doit apprendre à rendre hommage aux nôtres sans que l'Occident ne le fasse pour nous. Je pense que Moui Mbabokal, c'est un maître, Bomvet, qui devrait être célébré davantage. On devrait organiser périodiquement, c'est ce qu'on appelle conserver justement, ce qui nous sommes. C'est à travers ces projets-là de visibilisation, de véhicules de l'information, d'apprentissage et d'enseignement, de diffusion de l'information aux jeunes générations. On devrait aujourd'hui avoir, par exemple, rendre hommage à ces personnes-là. C'est parfois des choses qui sont simples, on ne demande pas beaucoup, d'avoir des activités périodiques où on met au cœur du récit ces gens qui étaient là. Des personnes pourraient venir témoigner, on pourra thésauriser les témoignages de ces gens-là. Ce sont des mécanismes d'archivage qui permettront que ceux qui ne sont plus et qui ne le connaissaient pas sachent qu'à Munich, il y a eu à telle époque un monsieur qui faisait telle ou telle chose. Par exemple, on pourrait aussi avoir dans des musées de chez nous, en fait, quand je parle de musées, je ne parle pas de musées à l'occidental, mais vraiment des cases que l'on pourrait créer un peu partout dans la ville, où on pourra mettre le nom d'un Mbomvet ou de toutes les personnes qui ont fait des choses incroyables, et on pourrait avoir des activités culturelles d'apprentissage et de sauvegarde de notre patrimoine. On aura tellement, on a beaucoup de choses. On pourrait aussi avoir des activités périodiques où on célèbre ces gens-là, des activités culturelles, beaucoup de choses. Aller rencontrer leurs proches, avoir justement exactement ce qui reste encore de qui ils étaient pour pouvoir exposer ces choses-là dans nos musées. Et avec des informations, si on a des supports audiovisuels, ce serait bien. Des supports audio, ce serait vraiment intéressant. Des supports visuels, ce serait vraiment bien. Ce sont des choses comme ça qu'on devrait apprendre à faire. Non seulement les gouvernants, on ne va pas tout leur donner comme responsabilité, mais aussi des personnes spontanées comme vous et moi qui sommes sensibles à ces questions-là, on devrait pouvoir faire ça. Aujourd'hui, par exemple, une photo qui a été faite en 2009 et que nous avons fait avec toute la passion du monde va devenir une image d'archive
parce que la personne n'est plus là. Si nous tous nous faisions ça aujourd'hui, nous sommes capables d'être devenus des personnes qui vont archiver les images, au lieu seulement d'aller filmer les buzz. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe qui a maintenant un smartphone peut devenir un potentiel conservateur, archiviste, pour pouvoir prendre des images de son village, des activités de son village, de ses parents. Moi, j'ai hâte d'aller au village, d'aller avoir des conversations avec mes parents, de parler avec eux, pour pouvoir sauvegarder des choses, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'opportunité, au XXIe siècle, de pouvoir maintenant filmer tout le monde, de pouvoir filmer des gens dans leur quotidien, de pouvoir recueillir leurs récits sur des choses qui peuvent nous échapper plus tard. C'est comme ça que d'autres communautés ont fait, c'est comme ça que d'autres sociétés ont fait. C'est pourquoi ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont des cultures millénaires. C'est parce qu'ils ont su les thésauriser, les sauvegarder, les conserver, parce qu'ils savaient que demain, peut-être que quand ces gens ne seraient plus là, ce seraient désormais des archives qu'on pourrait aller consulter. C'est ça qu'on devrait faire nous aussi. Et puis, j'aime bien aussi privilégier l'archive corporelle. Il y a vraiment des informations que nous transmettons de génération en génération à travers notre corps. Et ça, c'est très important. J'ai compris ça, je comprends ça à chaque fois que je vais dans des communautés afrodescendantes qui ne sont pas en Afrique. Il y a vraiment une archive corporelle qui transmet une information spirituelle qui fait qu'on est encore connecté malgré tout. J'ai vu beaucoup de manifestations culturelles dans les Caraïbes, souvent quand je suis partie, aussi bien à Cuba, quand je vais à Cuba, en République dominicaine, à Porto Rico et dans d'autres endroits. D'ici peu, j'irai à l'île de la Réunion, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je suis très, très, très optimiste. Quand je vois des communautés afrodescendantes qui sont parties, dont les ancêtres sont partis depuis des siècles du continent, et qui continuent de conserver jalousement, mais avec une authenticité ahurissante, le patrimoine immatériel qui vient d'Afrique et qui leur rappelle l'Afrique et qui leur permet d'être au monde et de s'appartenir et de se sentir une partie de l'Afrique. Moi, je me dis que nous qui avons le privilège de connaître l'Afrique de première main, on n'a pas d'excuse pour ne pas faire comme eux et faire mieux. Voilà. Donc moi, je remercie cette opportunité qui m'est donnée pour pouvoir parler, partager aussi mes idées. Peut-être que demain, ce que je suis en train de dire deviendra une image d'archive, qui sait. Donc voilà, on fait l'histoire. C'est nous qui devons faire notre histoire, nous, au quotidien. Merci encore. Bien sûr, je serai partante, je serai disposée, disponible de faire ça. Je serai absolument ravie de pouvoir être commissaire, par exemple, d'une exposition de ce genre-là. Il faudrait qu'il y ait des moyens qui soient mis en place, ou qu'il y ait une sorte de cycle de conférences, une sorte de cycle d'exposition sur les Mbomvet de nos villages. Et pas seulement qu'un Mbomvet. Quand je dis un Mbomvet, je parle à partir de la culture fang. Mais il y a aussi des manifestations culturelles similaires dans d'autres communautés qui pourraient être mises en place, qui pourraient être appuyées logistiquement et économiquement par les gouvernements, pour que nous puissions faire ça. Je serai disposée absolument à pouvoir mettre à contribution ce que je sais, ce que j'ai, pour qu'on puisse connaître davantage qui était Nimba Boka. Ce serait pour moi le plus grand honneur que l'on pourrait faire pour lui au niveau du Gabon, puisque il est né à Minzik. Et quand j'ai fait l'exposition, comme je le disais, en Espagne, c'est quand même hors du continent africain en fait. Et donc moi je voudrais bien qu'un jour on puisse faire une exposition où on fera ça à Libreville, et pas qu'à Libreville, mais aussi dans le Wellington. Parce que beaucoup de gens oublient que les projets culturels ne doivent pas seulement se focaliser dans les capitales. On ne doit pas tout faire à la capitale. On doit aussi savoir qu'il y a l'arrière-pays et qu'il y a plusieurs projets. Et moi, j'ai un intérêt spécial à ce que les jeunes générations minzikois qui vont naître sachent qu'il y avait un Mbomvet dans la contrée et qu'ils revenaient d'un 4. Et je dis fièrement qu'ils revenaient du village de ma mère et qu'ils étaient en plus voisins. Et je suis très ravie de le dire. Voilà. Merci beaucoup.